Bienvenue dans Balado Manoir, le balado où la parole est donnée aux résidents et aux aînés. Ici, on partage des histoires, des réflexions, des expériences sur des sujets variés du passé et du présent. Aujourd'hui, on va parler des 150 ans d'Outremont. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de notre invité. C'est le balado manoir, c'est le balado manoir, c'est le balado manoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jean Savard, résident du manoir et président de la Société d'histoire d'Outremont. Ensemble, nous allons discuter de l'histoire d'Outremont, de son évolution à travers les décennies et de ce que ces 150 ans représentent pour celles et ceux qui y ont vécu. Bonjour Jean, comment allez-vous ? Très bien, Florian. Alors on va commencer par le manoir et vous. Qu'est-ce qui vous a amené au manoir Outremont ? C'est des circonstances assez inusitées. J'ai été victime d'un sinistre à ma maison et fallait que je sois relogé ailleurs. Les assureurs ne voulaient pas que je demeure dans la maison pendant qu'ils entreprenaient les travaux de rénovation. Et on me proposait d'aller à un hôtel au centre-ville, d'autres endroits au centre-ville aussi, des maisons-appartements. Et heureusement, une personne, Mme Francine Unterberg, qui est la présidente de la table de concertation des aînés d'Outremont, m'a suggéré de demander au manoir Outremont s'il ne pourrait pas m'héberger pour quelques mois. Et j'ai eu une réponse favorable et je suis là, à mon grand plaisir. Ah bon, excellent. Et comment vous vivez votre quotidien ici au manoir ? Ça a été au début un apprentissage parce que Jacqueline, ma conjointe, a eu des problèmes assez sérieux de santé et elle avait de la misère à se déplacer. Alors, au début, c'était une approche assez timide pour nous deux. J'allais chercher mes repas à la salle à manger, puis on montait ça, puis on mangeait dans l'appartement. Et elle avait une marchette. Avec elle s'est pratiquée dans les corridors avec sa marchette, puis ensuite les rampes. Puis aujourd'hui, elle est en parfaite santé, et je pense que c'est grâce au manoir, aux bons soins du manoir et à tout ce qui s'ensuit. Excellent, tant mieux pour elle. Et donc elle a pu, j'imagine, pratiquer sur différentes activités aussi peut-être. Activité, oui, l'aquaforme que tu animes merveilleusement. J'y suis pas, mais ça lui a fait grand bien, puis la gymnastique mentale. Puis moi de mon côté, par exemple, je participe au théâtre d'improvisation. J'adore ça. Je joue assez souvent au billard. Et puis je pense qu'on passe un printemps très agréable au manoir. Magnifique. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus au manoir depuis que vous êtes là ? Depuis que je suis là, ça a été une surprise parce que c'est l'affabilité des gens du manoir. Parce que de l'extérieur, j'habite Outremont, on marche, on voit des gens du manoir, mais on ne leur parle pas. Mais là, je suis à l'intérieur du manoir, puis je vis au même rythme que les gens du manoir, et je trouve qu'ils ont peut-être la recette du bonheur. Alors, ça m'a fasciné, les gens du manoir. J'aime aussi les installations, les terrasses. Malheureusement, l'hiver, parce que je suis arrivé le début janvier, puis même maintenant, je ne peux pas en profiter autant. On me dit que c'est très beau l'été,
Et je regrette que je ne connaîtrai peut-être pas ça. Mais c'est là. Et en tout cas, c'est très beau. L'hiver, moi, j'ai une vue sur le rocher. Le rocher, ça dit rien à personne. Je ne savais pas qu'il y avait un rocher ici. Mais l'hiver, ce rocher-là était couvert de neige, de glace. Et j'avais l'impression d'être dans le Grand Nord. Alors, avec un peu d'imagination, le manoir nous dépayse totalement. Magnifique. On va revenir maintenant sur les 150 ans d'Outremont, Ouais. Notre sujet du jour. Depuis quand habitez-vous Outremont? J'habite Outremont depuis 1982. J'habite à côté. J'habite sur Antonine Maillet, près du Charme. Alors, le manoir est mon voisin. Ouais. Je respire le même air ici que je respire sur mon balcon. Depuis 1982. Et j'habite sur la rue Antonine Maillet, qui était ma voisine d'ailleurs. Ils ont nommé la rue Antonine Maillet en son honneur. Lorsque je suis arrivé en 1982, en fait ils l'ont nommé en 81, la rue s'appelait auparavant Wilder. Et lorsqu'Antonine Maillet a remporté le prix Goncourt pour son roman Pélagie la Charrette, les autorités de la ville d'Outremont ont décidé de rebaptiser la rue Wilder en celui d'Antonine Maillet. Ce qui est assez étonnant, et je vous dis ça parce que je suis président de la Société d'histoire d'Outremont et de son Société de toponymie, on ne peut nommer une rue en l'honneur d'une personne vivante. Mais la ville d'Outremont a passé outre à toutes ces règles et la rue Antonine Maillet porte le nom d'Antonine Maillet depuis 1982. Et Antonine Maillet a quitté la rue, elle est décédée maintenant, mais avait quitté Outremont il y a quelques années. Alors, toute sa vie, elle a vécu, une grande partie de sa vie, elle a vécu sur la rue qui porte son nom. Magnifique. Et elle est décédée il y a quelques temps, je crois. J'en avais entendu parler ça. Je m'étais informé un petit peu justement, et puis j'avais vu toute l'histoire qu'il y avait eu à propos de ça. Quels sont vos premiers souvenirs d'Outremont? Mes premiers souvenirs datent de mon enfance parce que mon père est né à Outremont. Il a passé toute son enfance jusqu'à temps qu'il se marie. Et là, il a déménagé d'Outremont. Alors, mon grand-père, forcément, habitait à Outremont. Il habitait sur l'avenue Stuart, près de Bernard. Et donc, toute mon enfance, j'entendais parler d'Outremont par mon grand-père, par mes oncles, par mon père. Mais moi-même, je ne connaissais pas Outremont jusqu'à temps que j'y arrive en 1982. Alors pour moi, j'en avais tellement entendu parler auparavant que ça a été pas une découverte. J'avais l'impression d'être dans un endroit que je connaissais mais que je n'avais jamais vu. Et je peux vous dire que mon père était très content lorsqu'il a appris que j'avais acheté une maison à Outremont, sur Antonine Maillet. Et la première chose qu'il a fait, c'est de prendre l'autobus, puis d'aller à pied, de marcher pour voir l'adresse où j'étais, puis il y avait les yeux pleins d'eau. Oh, c'est émouvant. Et en 80, dans les années 80, comment était la vie ici? Bon, ça n'a pas tellement changé par rapport à maintenant, sauf une chose. Dans les années 80, Outremont était une ville et fière de l'être. Outremont était indépendante, on avait nos propres maires, on faisait nos propres règlements, on imposait nos propres taxes, puis Outremont avait de compte à rendre à personne. C'était un peu le bon temps. Malheureusement, en 2002,
on est devenu un arrondissement. Et on est dépendant de la ville de Montréal. On a quand même un maire d'arrondissement, etc., mais les décisions importantes sont prises à Montréal et il faut souvent se battre pour faire valoir notre point de vue. Mais c'est ainsi va la vie. Et vous étiez déçu, vous essayez de vous battre un petit peu pour garder la ville? On aurait pu se battre. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, Westmount, Amstead, qui n'est pas plus gros qu'Outremont, c'est peut-être encore plus petit, Ville-Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, ont fait un référendum parce qu'il y avait une possibilité de se désaffilier de la ville-centre. Et ils ont eu gain de cause. Ils sont toujours des villes maintenant avec leur autonomie pleine et entière. Pour une raison que j'ignore, Outremont, il n'y a pas eu assez de signatures pour se désaffilier. Il y a peut-être un élément écoutez, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais vu qu'on est ici au manoir, je pense que je peux vous dire ça en toute confidence. C'est bon. Le maire de la ville de Montréal, à l'époque, s'appelait Gérald Tremblay. Gérald Tremblay était, à l'époque, un citoyen d'Outremont. Il habitait sur la rue Stuart. Et je soupçonne que les gens d'Outremont se sont dit, on n'est pas pour se désaffilier, on n'est pas pour faire ça à Gérald Tremblay. Gérald Tremblay, c'est un Outremontais. Outremont est au pouvoir. Un Outremontais est maire de la ville de Montréal. On va laisser faire. C'est peut-être aussi simple que ça, c'est peut-être ça qui est arrivé. En fait, c'est une explication qui en vaut bien d'autres. Effectivement, en tout cas, ça fait du sens. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, au sein de la ville d'Outremont? Alors, Outremont a été fondé le 23 février 1875. C'est un nommé Louis Beaubien, un nom célèbre, le parc Beaubien. Mais c'est pas le parc Beaubien n'est pas en l'honneur de Louis Beaubien, mais de son fils Joseph. Mais Louis Beaubien, qui était député à Québec, député d'Outremont à Québec, a présenté un bill pour que Outremont devienne une ville. Et à ce moment-là, il fallait avoir au moins 40 feux. C'est ce que la loi disait, 40 feux. Alors des feux, vous savez l'expression feu et lieu. Un feu, c'était une habitation à l'époque. On se reporte en 1875 et c'est de même que les gens parlaient. Quand tu avais un feu, ça voulait dire que si tu te chauffais, là, tu avais un poêle, puis c'était une habitation, c'est un logement. Ça en prenait 40 comme ça, et il fallait une superficie de 30 arpents. Alors, il s'est arrangé avec des gens qui longeaient la côte Sainte-Catherine, de faire une pétition, puis ils ont signé pour s'incorporer en village, et c'est devenu le village d'Outremont. Outre, trait d'union, Mont. Ça veut dire de l'autre côté de la montagne. Oui. Et c'est de là le nom d'Outremont. Alors, ce qui a changé à Outremont, c'est que la première chose, Outremont était, faut pas s'en cacher, très, très anglophone. OK. Tous les noms de rues que vous voyez, je sais pas, juste ici à côté, là, McEachran, Dunlop, Pratt, Heartland. Rockland. Rockland, oui, mais c'est pas un individu, ça veut dire un terrain de roche. Et ouais. Ça décrivait, mais c'était en anglais quand même. Oui. Davard, tout était anglophone. Et des fois, c'est des gens qui avaient des terres là, mais qui n'ont jamais habité là, qui n'ont jamais même mis les pieds, mais c'était en leur honneur.
un peu grâce à la Société d'histoire, puis avec l'évolution des temps. Puis, Outremont s'est francisé. Des rues se sont francisées. Vous avez la rue de la Brunante, qui auparavant s'appelait Sunset. Okay. Alors, on a changé. Ça, c'est pas un individu, c'était pas pour honorer quelqu'un, mais c'était beau parce que c'était anglais. Mais Sunset, c'est pas aussi poétique que de la Brunante. On a la rue de la Brunante. Vous avez la rue Wilder, qui est devenue Antonine Maillet. Et je pourrais vous en citer beaucoup. La rue Bellingham, qui est devenue la rue Vincent d'Indy. Alors, tout ça, au fil des temps, Outremont s'est francisé, puis ça reflétait la composition linguistique de ses habitants. Et évidemment, lorsque je suis devenu président de la Société d'histoire, il y a 15 ans de ça, j'ai contribué beaucoup à franciser et à donner des noms francophones de personnages célèbres d'Outremont. Puis je pense que tout le monde s'en porte mieux. Alors on en était là. Y a-t-il des lieux marquants qui ont été transformés à Outremont? Des lieux marquants. Je vais vous parler toujours de mon rôle en tant que président de la Société d'histoire. On a eu mon principe était d'essayer d'honorer le plus possible des gens qui ont fait leur marque à Outremont. Alors, et d'éviter les doublons. Par exemple, il y a la rue Dunlop, et vous avez tout près du manoir, ici, si vous prenez la rue du manoir, en allant vers l'ouest, il y a un petit parc. Il y a un petit parc qui est là, qui s'appelait le parc Dunlop. Alors, il y avait le parc Dunlop sur la rue Dunlop, ça faisait beaucoup de Dunlop. et là, j'ai utilisé toute la pression qu'on pouvait avec la Société d'histoire pour changer le nom du parc Dunlop, qui s'appelle le parc Tessier, Jacques Tessier. Alors, qui est Jacques Tessier? Jacques Tessier, ça a été le premier, on peut dire, colon d'Outremont. On nous apprenait en classe, dans les premières années, que le premier colon du Québec, c'est Louis Hébert. Le premier colon d'Outremont, c'est Jacques Tessier. Colon, c'est pas l'aspect péjoratif, c'est bien colon. C'est un habitant, il fallait cultiver la terre. Et Jacques Tessier avait une terre qui partait de Côte-Sainte-Catherine et qui allait jusqu'à la rue Bates, qui était à peu près là où est la rue McEachran. Et c'était une longue lisière de terrain, c'était très grand. Et avec son fils, qui s'appelait Jacques aussi, je pense, ils ont été propriétaires, puis ils ont cultivé cette terre-là pendant 100 ans. Okay. Alors ça se fête, mais ça se commémore. Oui. Et alors le parc Dunlop, on a changé le nom du parc Dunlop en celui de Jacques Tessier. Le parc, il y avait le parc de Vimy, qui longeait la rue de Vimy. De Vimy, c'est un très beau nom et il faut le respecter. J'ouvre une parenthèse. Il y a 4 rues à Outremont. Outremont compte 80 rues, 80 noms de rues. Alors, il y a 4 rues à Outremont qui portent le nom de sites de la Première Guerre mondiale où des Canadiens français se sont battus et souvent sont morts. Alors, il y a De Vimy, il y a, à côté de Vimy, il y a une rue qui s'appelle Péronne. C'est en l'honneur d'un autre site de bataille où des Canadiens français sont morts. Il y a la rue Courcelette et la place Cambrai. Alors, moi, je voulais absolument, et la Société d'histoire voulait absolument respecter le nom de Vimy. C'est pour ça que l'avenue de Vimy s'appelle toujours de Vimy.
Mais en vertu du principe qu'on essaie d'éliminer les doublons, il y avait un petit parc à côté. Et ce parc-là, il y a la caractéristique d'avoir été voisin. Enfin, c'est plutôt lui qui était voisin. Jacques Parizeau a habité devant ce parc-là, au 40 avenue Robert, pendant 40 ans. Il était avec sa première femme, Alice Parizeau, à l'époque, qui écrivait des livres, qui a écrit un livre, Les lilas fleuriront toujours à Varsovie. Bon, ça, c'est de la petite histoire, mais tout ça pour vous dire qu'il y avait même un monument, il y a toujours un monument dans ce parc-là, en l'honneur de sa femme, qui est décédée, mais qui a écrit ça. Alors, il y avait un monument dans ce parc-là, quelques arbres, et ça s'appelait Parc de Vimy. On a réussi à faire changer le nom de Parc de Vimy en celui de Jacques Parizeau. Parce que, je dois vous dire, Outremont, c'est une pépinière de premier ministre. Ok. C'est pas tous les arrondissements, c'est pas toutes les villes qui peuvent dire ça, mais nous, on en a. Puis ça se commémore, ça se note, puis il faut en être fier. La bibliothèque s'appelle la bibliothèque Robert Bourassa. Il y a eu un parc qui n'est plus là, mais qui s'appelait le parc Pierre-Éliott Trudeau. C'est tous des gens qui sont nés à Outremont, qui ont vécu à Outremont. Là, ils sont vivants. Évidemment qu'on peut pas nommer des parcs en un, mais je peux vous dire que Lucien Bouchard était à Outremont. François Legault était à Outremont jusqu'à tout récemment. Pierre-Marc Johnson, en fait, beaucoup de premiers ministres. Et nous, à la Société d'histoire, il faut souligner ces événements-là quand on peut, et pour rappeler, c'est un devoir de mémoire. Absolument. On rend hommage. Comment décririez-vous l'ambiance d'Outremont aujourd'hui? Depuis qu'on est arrondissement, l'ambiance... il y a quelque chose s'est passé, mais ça nous a comme donné un électrochoc. Et on dirait que les gens se serrent les coudes davantage, puis veulent fêter davantage. Par exemple, c'est le 150e anniversaire d'Outremont. Outremont a été créé le 23 février 1875. Et il y a des fêtes continuellement pendant toute l'année. C'est pas juste une journée. On essaie, les gens sont tellement fiers d'Outremont. Autant l'architecture d'Outremont, la richesse patrimoniale qu'on peut avoir à Outremont, c'est incroyable. Si vous regardez chaque maison, il n'y a pas de maison pareille, ils sont toutes très belles. Je vais vous dire, par exemple, la canopée, les arbres à Outremont. Il y a des arbres à Outremont comme... dans toute l'île de Montréal, Outremont est le 2e arrondissement au point de vue canopée. C'est-à-dire, Outremont, c'est le 2e arrondissement où il y a le plus d'arbres par mètre carré. Le premier, c'est Sainte-Geneviève de l'Île-Bizarre. C'est normal, l'Île-Bizarre, c'est une forêt. Oui. Il y a quelques clubs de golf, puis, dont le Royal Montréal, tout ça, mais c'est une forêt. Alors, c'est normal qu'il y ait plus d'arbres que nous, mais Outremont, c'est incroyable. Outremont est très fier de ses arbres. Si vous regardez, le contraste est frappant. Là. Dès l'instant où on quitte Outremont, c'est plus pareil, c'est plus les mêmes arbres. Ça sent pas la même chose. Non, c'est ça. Comme moi, j'habite du côté de... je suis Maïlaine, mais proche Outremont, et on sent quand on passe à Outremont, là, tout de suite, l'aspect des arbres, des bâtiments qui sont complètement différents, et c'est vrai que ça se ressent. Et même chose quand on quitte un peu plus loin Outremont, plus pour aller sur Van-Orne, par exemple, pour descendre un peu plus en ville, du côté de... l'université par là-bas, voilà, c'est la même chose, ça fait plus de place à des nouveaux bâtiments et donc des arbres rasés. Mais le contraste est frappant. Vous n'êtes pas obligé de dire vous quittez Outremont, on le sait, on le sent, puis on le voit. Oui, c'est vrai.
on est bon pour l'évolution du quartier. On va passer sur les événements marquants. Y a-t-il un événement marquant ou une célébration passée qui vous revient? Un élément marquant. Il y a quelque chose qui m'a marqué, là, encore là, en tant que président de la Société d'histoire d'Outremont. Vous êtes fort conscient que le campus de l'Université de Montréal, le nouveau campus qui a été créé, et pour la première fois, il y avait des nouvelles rues à Outremont. Et là, la ville de Montréal, parce qu'on n'était plus ville, la ville de Montréal s'est empressée de nommer des noms comme Thérèse Lavoie-Roux, le boulevard Thérèse Lavoie-Roux. Mais ils n'ont pas consulté l'arrondissement d'Outremont, ils n'ont pas consulté la Société d'histoire d'Outremont. Ils l'ont nommé, mais Thérèse Lavoie-Roux, c'est peut-être une grande dame, je n'ai rien contre elle, sauf que elle n'a rien à faire à Outremont. Je ne suis pas sûr qu'elle a mis les pieds à Outremont. Et c'est contraire à tous nos principes. C'est un petit arrondissement, puis il faut honorer des gens d'Outremont. C'est notre mission. Alors, ils ont nommé Thérèse Lavoie-Roux. Et la Société d'histoire avait suggéré qu'une promenade piétonne dans le campus de l'Université de Montréal, dans ce nouveau campus, s'appelle la promenade Camille Lorrain. Et Camille Lorrain, comme vous savez, qui est le père de la loi 101, et à qui on doit beaucoup, et que je pense qu'il était aimé de tous, qui a vécu à Outremont pendant 40 ans, qui a enseigné à l'Université de Montréal en charge de la psychiatrie, qui a été ministre, puis le père de la loi 101 sur la langue française. La ville de Montréal s'était opposée à ça, disant que on pouvait pas nommer ça en son nom parce que il remplissait pas des critères. On s'est battu, je me suis battu, et finalement, la promenade Camille Lorrain est là. Elle fait 500 mètres. Puis tout le monde est heureux. Puis on rappelle la présence à Outremont de Camille Lorrain. Pour moi, ça a été marquant parce que ça avait fait les journaux à l'époque. Et en 4 jours, le vent a changé de côté et on a eu gain de cause. Je peux vous dire qu'avant d'être président de la Société d'histoire, j'ai été président du club de tennis Parc Joyce. Okay. Alors, le Joyce, c'est au coin de La Joie et Antonine Maillet et Rockland. Et ce sont 3 superbes de tennis et un chalet, et tout ça. Et c'est un club semi-privé. Il y avait 300 membres. Et je peux vous dire que les gens d'Outremont étaient fiers de jouer là. Et c'est dans le milieu d'un parc absolument extraordinaire parce que je fais la marque d'Outremont, c'est ces parcs, c'est 10 parcs qui... et Joyce, ce Joyce-là, c'est en l'honneur d'un ancien maire d'Outremont. Et moi, je suis entièrement d'accord qu'on célèbre tous ceux qui ont fait l'histoire d'Outremont, dont Joyce, et qui a sa propriété, il y avait une propriété extraordinaire, et c'est devenu un parc. Il y a un arboretum là-dedans. Alors, les gens, il y avait 300 membres au parc Joyce pour 3 courts de tennis. C'est que les gens aiment être en forme aussi, aiment s'amuser, mais ça leur prend des endroits pour faire ça. Puis il y avait le parc Joyce. Alors c'est petit, mais c'est marquant dans l'histoire d'Outremont. J'y passe devant tous les matins. Moi, je viens de la rue Bernard. Je longe toujours, donc à chaque fois, je passe devant là. Toutes les saisons et c'est toujours sympa. Là, j'ai vu qu'ils commençaient à réinstaller les terrains et quand les beaux jours reviennent, donc ça va faire des heureux au sein du... Et ils ont refait le chalet. Oui. Mais c'est un chalet
Parce que Outremont est jumelé avec deux villes. Je ne sais pas si vous saviez ça. Il y a des villes jumelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges entre des enfants du Vésinet en France. Ouais. On est jumelé au Vésinet en France et à Oakwood en Ohio. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Et souvent, le pavillon du parc Joyce servait de lieu de rassemblement pour faire une fête, pour inviter les maires. Alors, avec les peu de moyens qu'on a, Outremont a réussi à tirer sa marque et à être avec les grands de ce monde. Puis, on est très heureux. On parlait d'événements marquants juste avant, vous avez parlé des parcs et ça m'a fait penser à la foulée des parcs d'Outremont. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y assister ou ce genre de choses là, mais prochainement je sais que nous au manoir, certains employés, certains cadres vont y participer. Une proposition est faite aussi aux résidents qui souhaitent y participer pour faire la marche des aînés. Comment vous voyez ça de devoir traverser presque tous les parcs d'Outremont? C'est très bien. Évidemment que c'est quelque chose qui est pas dans le domaine, dans la juridiction de la Société d'histoire d'Outremont, mais je veux dire, c'est quelque chose à encourager. Mais je veux rebondir là-dessus. Je vais vous parler du circuit virtuel. Il est possible pour n'importe qui du manoir de emprunter le circuit virtuel à pied, ou même dans la quiétude de son appartement. Il prend son cellulaire et on a un circuit virtuel qui décrit. On commence, Outremont c'est grand quand même, mais on se limite pour l'instant. Là, on couvre Côte-Sainte-Catherine, à partir de la limite ouest, qui est Sterling ou de la Brunante, jusqu'à Mont-Royal. Okay. Et d'un côté comme de l'autre, tous les édifices marquants ont été photographiés. On dit qui les a construits, toute l'histoire, puis toutes les anecdotes qui a vécu là, et tous les parcs qui peuvent être là. C'est dans le circuit virtuel d'Outremont et il y a moyen d'y accéder. Alors quelqu'un, et ça peut être, quelqu'un peut dire, bon, je marche sur Côte-Sainte-Catherine, puis je regarde, bon, point numéro 1, la maison du premier maire d'Outremont, qui est au coin de La Brunante et Côte-Sainte-Catherine, qui s'appelle le Woodside Cottage. Voici, il a été conçu par tel architecte en 1869. Voici qui y habitait quand. Et c'est bourré d'anecdotes et c'est assez incroyable, et des fois ça déboule sur d'autres choses. Alors ce circuit virtuel-là, on peut le faire ça assis dans son salon, comme le marcher et avec son cellulaire, et c'est très instructif. Oui, j'imagine, ça pourrait être une proposition d'activité avec les résidents du manoir. Est-ce que vous avez participé à des fêtes, des défilés ou des commémorations dans l'arrondissement ou dans la ville, quand c'était encore l'époque d'appeler ça la ville? Il y a deux choses qui me viennent en mémoire. La Société d'histoire a mis sur pied, il y a longtemps, là, je pense en 2010, et j'étais président à ce moment-là, on a fait Outremont en peinture. C'était un projet audacieux. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais je vais vous dire en quoi ça consistait. On s'est dit, Outremont, c'est tellement beau, tellement extraordinaire, il doit y avoir des tableaux de scènes d'Outremont qu'on ignore. Il y en a peut-être qu'on a vu quelque part. Il faudrait toutes les regrouper. Alors, on s'est mis en fait. Moi, j'ai sonné littéralement à des portes. Auriez-vous un tableau qui présente une scène d'Outremont?
on a rassemblé 63. Des chefs-d'œuvre, des fois, de Tanobé. C'est assez incroyable. Et on a la Galerie d'art d'Outremont, qui est adjacente à la bibliothèque. Je ne sais pas si vous connaissez la Galerie d'art d'Outremont. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Ça vaut la peine. Puis les résidents du manoir devraient y aller. C'est très beau. C'est adjacent à la bibliothèque d'Outremont. Et c'est fait pour des expositions de tableaux. Alors, on a ces 60 tableaux-là d'Outremont étaient là. Et moi, j'en avais un. Puis des amis en avaient. Puis et c'est incroyable. Et on a fait un catalogue de ça qu'on vendait. Ça a été un best-seller. On l'a mis à la boutique du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Okay. Et on leur en mettait 20 à vendre. Ils nous en demandaient d'autres. Et ça se vendait comme des petits pains chauds. Pendant 4 ans, je veux dire, ils épuisaient notre stock. C'était un best-seller au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'était extraordinaire. Outremont est une ville extraordinaire pour un peintre. Puis on ne le sait pas. Il y a des villes en France qui étaient comme ça, comme Barbizon, par exemple, où Monet était, il y a des endroits qui étaient peinturés, ou peints, mais Outremont est dans cette catégorie-là. Alors, ça, c'est un des événements. L'autre chose, le campus de l'Université de Montréal, qui appelle le campus 1000, je ne sais pas toujours pourquoi, ça devrait s'appeler le campus Outremont. 1000, pour moi, ça rappelle Myland, ou je ne sais pas, mais bon. Alors, le campus 1000, avant, il y avait des trains qui étaient là. C'était la gare de triage d'Outremont. C'était pas joli. Et c'était des voies ferrées, là, à en plus finir, avec... c'était le nerf de toute la circulation ferroviaire, c'était à Outremont. Et là, c'est devenu moins nécessaire, etc. Et c'est de l'espace, on a enlevé les rails, puis tout ça. Mais il fallait commémorer l'épisode ou l'époque de la gare de triage d'Outremont. Et on l'a fait, et la Société d'histoire a fait une exposition majeure sur la gare de triage d'Outremont, l'empreinte d'une mémoire. Et l'exposition a duré pendant 1 mois et demi, toujours à la Galerie d'art d'Outremont, puis c'était visuel, il y avait des trains, il y avait même du son, et on a reproduit ce qui se passait à ce moment-là. Et c'était dans le quartier Nord, c'était un quartier ouvrier. Puis c'était des gens qui étaient à l'emploi de cette gare de triage-là. On a tout ressassé ça, puis pour le plus grand bonheur de tout le monde. Ah, il y avait comme, j'imagine, une atmosphère qui a dû réussir, enfin, qui a dû être remise à l'intérieur. Ouais. Montrer ce que c'était que avant ce campus-là. Et je reviens à ma fameuse promenade Camille Lorrain. Ça vaudrait la peine. C'est pas loin pour les résidents de. Ouais. Il n'y a pas de côte, là, puis c'est très agréable à marcher. Puis on traverse le parc Pierre-Dansereau. C'est une promenade piétonne en diagonale. Et un peu comme les rampes qu'on a dans les corridors du manoir, il y a des rails de chemin de fer qui sont incrustés dans le ciment. Ça ne fait pas de dénivellation, mais ils sont là. Des rails de chemin de fer qui ont pris de la gare de triage, qui sont dans le ciment, dans la promenade, pour rappeler que c'était une gare de triage avant. Alors, ça vaut la peine de marcher et de regarder à terre aussi pour voir ces rails-là. Un joli clin d'œil sur le passé de la ville. On va parler maintenant des personnes qui vivent à Outremont. Quel type de personnes y vivaient et où ils vivent encore aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on est toujours sur la même classe sociale? Au début, là, c'était des riches propriétaires anglophones.
qui avaient tous une maison à Montréal, mais qui venaient à Outremont parce que c'était la campagne. Il y avait un golf à Outremont, hein, au parc Pratt. OK. Le parc Pratt, là, jusqu'à l'avenue du Charme, il y avait un golf qui était là. Alors, c'était des Écossais surtout qui venaient ici, qui n'habitaient pas nécessairement, mais qui venaient ici. Et comme je vous dis, ça s'est francisé. Puis là, peut-être une classe bourgeoise, beaucoup d'avocats, je veux dire. Il faut ce qu'il faut. Hein. Et d'autres hommes d'affaires canadiens, français s'y sont installés au fil des ans. De sorte que les anglophones riches qui étaient ici ont peut-être migré vers Westmount. Ils se sentaient peut-être plus à l'aise dans leur milieu, je ne le sais pas, je n'étais pas là. Mais je constate. Il y a eu un changement aussi. On a un groupe de personnes qui sont des juifs orthodoxes qui ont passé un peu d'un côté de l'avenue du Parc à Outremont et qui ont trouvé l'endroit agréable et qui forment une partie significative de la population d'Outremont maintenant et qui sont là. Alors ça, c'est un changement qui a eu lieu. OK. Avez-vous eu des voisins ou personnalités locales qui vous ont marqué tout à l'heure? Vous avez parlé d'Antonine de Maillet. On a des voisins, Denise Bombardier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une animatrice qui est décédée il y a 2 ans. Pour parler de mes voisins immédiats, je peux vous dire qu'à ma gauche, il y avait l'ancien recteur de l'Université du Québec à Montréal, Claude Corbeau. À ma droite, un grand juriste, ancien juge de la Cour d'appel, qui était mon professeur aussi, Jean-Louis Baudouin. On n'a pas il y a eu Michel Côté, un acteur. Il y a eu beaucoup de Claude Meunier qui sont à Outremont. Mais c'est des gens qui, la plupart du temps, qui n'aiment pas le show, le faire savoir, ou qui sont très discrets. Et c'est ce qui fait la marque d'Outremont. La discrétion? La discrétion, oui. Je parlais de joueurs de hockey. Je vais vous donner une anecdote. On n'a pas des Maurice Richard, des Jean Béliveau. On n'a pas de Dickie Moore comme ils ont à côté, au Myland, au parc Extension. Si vous prenez la rue Beaumont, là, il y a un parc Dickie Moore. Dickie Moore, ça vous dit strictement rien. C'était un joueur de hockey du Canadien qui portait le numéro 12 dans les années 50. Bon, il était très bon. À Outremont, on n'a pas de ça, mais on a une personne. Et la Société d'histoire se bat pour que ça se fasse cette année. André Laperrière. Ça vous dit strictement rien. Je suis sûr que ça ne dit rien à personne à Outremont. Et pourtant, André Laperrière était étudiant à l'Université de Montréal. Il jouait au hockey. Okay. Il jouait pour les Carabins de l'Université de Montréal. On est en 1948. Il était très bon, mais c'était un joueur d'une équipe universitaire. Il devait jouer contre McGill, puis ça. Mais il était tellement bon que c'est venu aux oreilles de quelqu'un au Canada anglais qui était dans le Royal Air Force. Et en 1948, on sortait de la guerre et
il y avait les Jeux olympiques d'hiver à Saint-Moritz en Suisse. Et le Canada était invité à participer, mais ne pouvait pas participer sous le nom de Canada. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Mais on pouvait avoir une équipe canadienne. Alors, le Royal Canadian Air Force, l'armée de l'air royale canadienne, qui sortait de la guerre, on dit on va se former une équipe de hockey. Puis ils ont entendu parler d'André Laperrière. Ils l'ont appelé. Ils disent aimerais-tu jouer au hockey avec nous autres à Saint-Moritz? On va aller défendre les couleurs du Canada. Le gars, il a 19-20 ans. Il dit certainement. Mais il dit, pour ça, il faut que tu fasses partie du Royal Canadian Air Force. Il dit, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Ils l'ont nommé membre du Royal Canadian Air Force. Ils ont donné sa médaille, ses galons, puis tout ça. Et il est parti en avion, puis il est allé à Saint-Moritz. Et le Canada a gagné la médaille d'or avec 10 joueurs, dont André Laperrière. Et les 2 dernières minutes, le gardien de but du Canada était blessé. Fait qu'ils ont mis Laperrière dans les buts. Il n'y avait pas son équipement de gardien de but ou quoi que ce soit, mais, et on a gagné par blanchissage. Et on a gagné la médaille d'or. Et ce André Laperrière-là, il a vécu 100 ans à Outremont. Je l'ai rencontré, j'ai été chez lui. Par la suite, il est devenu conseiller municipal du quartier nord d'Outremont, le quartier où on est ici, pendant 9 ans. Par la suite, il a enseigné la peinture, les tableaux, le dessin. C'est un professeur d'art. Okay. Et je voudrais que l'aréna dans le CCI, le Centre communautaire intergénérationnel, sur McEachern, à côté d'ici, je voudrais que pour le centenaire, l'aréna porte le nom d'André Laperrière. Ça ferait du sens. Et c'est plein d'histoires, c'est excellent. Très très bonne idée. Donc, ce monsieur-là a été centenaire, il a vécu 100 ans. Tout pile 99. Ouais. Il est né ici, puis il est mort ici. Okay. Puis je pense qu'il est demeuré à la même place sur Wiseman. J'étais chez lui. Okay. Et c'est une des demandes de la Société d'histoire, c'est que cet aréna-là porte son nom. Ok, très bien. On va parler des aînés dans l'arrondissement. Est-ce qu'Outremont est un bon endroit pour vieillir, selon vous? Ben, je pense que j'en suis la preuve vivante pour l'instant. Je fais partie des aînés. Les gens que je connais ont vécu à Outremont, puis ont vieilli à Outremont, puis ont bien vieilli, sont heureux de l'être. Il y a peut-être quelque chose dans l'air, dans l'eau, ou dans les arbres, qui font que non seulement on vieillit bien à Outremont, mais on vieillit heureux. Il y a peut-être une sérénité avec tous ces arbres, justement. Peut-être. Et comment la communauté accueille-t-elle les aînés aujourd'hui? Très bien. Je pense que le manoir en est un bel exemple. Les gens s'intègrent. On voit beaucoup. Moi, sur Antonine Maillet, j'en vois beaucoup du manoir qui marche. Je les salue. Je peux vous dire que mon père, dans ces dernières années, était au manoir d'Outremont. Okay. Il était très content. Étant d'Outremont, un jeune, il était très content de venir ici. Il a passé des années extraordinaires. Puis il m'a dit, mon seul regret, c'est de ne pas avoir été ici 10 ans auparavant. C'était sincère. Alors, s'il était encore vivant, je pense qu'il serait heureux de savoir que j'habite au manoir d'Outremont. Petite pensée à lui. Maintenant, on va passer sur les rêves pour l'avenir. Mais dans un premier temps, je vais vous demander, les 150 ans d'Outremont, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça représente? C'est que je respecte ça, 150 ans. J'ai 95 ans, je respecte ça, 100 ans. 150, ça défie l'entendement. Et que ça subsiste toujours, puis qu'on a le même esprit,
pas esprit de clocher, mais esprit de rassemblement, puis de fierté d'être, puis que la beauté se fane pas après 150 ans. C'est toujours aussi beau. Les vieux édifices deviennent tout d'un coup extraordinaires. Les arbres ont une dimension qu'on n'a jamais vue. Alors, 150 ans, c'est gros pour moi. En France, puis pour eux autres, c'est rien, parce qu'ils ont de l'histoire, puis 2000 ans, puis j'ai été en Israël, j'ai été partout. En Égypte, je sais c'est quoi des vieilles choses. Pour nous, quand on est un peuple moderne, 150 ans, c'est beaucoup. C'est ça que je peux dire. Ouais, c'est très bien. Que souhaiteriez-vous pour le futur d'Outremont? Ben, qu'Outremont subsiste, demeure. Ce serait peut-être utopique de penser d'espérer qu'on redevienne une ville, mais au moins qu'on demeure arrondissement et qu'on ait cette fierté-là et que tous les citoyens d'Outremont soient attachés et se sentent fiers et privilégiés de l'endroit où ils demeurent, puis le fassent savoir, puis se battent pour le conserver. Puis, dernière question, avant de conclure. Y a-t-il une chose que vous espérez voir rester ou changer? Je pense que je l'ai tout dit il faut que Outremont demeure au moins un arrondissement et que les volontés des citoyens d'Outremont soient respectées et entendues par la ville-centre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet épisode de Balado Manoir. Merci à notre invité d'avoir partagé ses souvenirs si précieux et ce regard unique sur l'évolution d'Outremont au fil des décennies. Ces témoignages nous permettent de comprendre comment un arrondissement grandit, change, mais garde aussi une âme portée par celles et ceux qui y ont vécu. Merci, cher maître Jean Savard, pour ce témoignage vivant, éclairant et profondément enraciné dans la mémoire d'un lieu que vous connaissez si bien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre pour les prochains balados. Chaque voix compte et mérite d'être entendue. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Balado Manoir.